Bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous vous emmenons durant 2 semaines en Dordogne à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour la transmission et la diffusion du patrimoine littéraire spirituel bouddhique. Depuis près de 40 ans, le comité Padmakara s'est donné la mission de traduire et de publier les textes d'enseignements fondamentaux du bouddhisme Mahayana. Sans ce travail assidu qui rassemble des spécialistes en tibétain, sanskrit, indien et même chinois, ces textes seraient inaccessibles aux pratiquants d'aujourd'hui. Ce matin, nous sommes reçus par John Canty, le président de Padmakara, pour évoquer la mission et les projets immenses de ce comité. La semaine prochaine, nous rencontrerons 2 traducteurs qui nous parleront de leur travail au quotidien. Bonjour John Canty. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Padmakara. Alors quelques mots pour vous présenter. Vous êtes pratiquant bouddhiste, traducteur, médecin d'origine anglaise. Vous êtes le président de Padmakara, le comité de traduction dont on va parler. Vous êtes aussi au cœur du projet des 84 000 pour la préservation du patrimoine littéraire bouddhiste. Et puis, vous êtes établi ici en Dordogne depuis pas mal d'années pour être au plus près de vos maîtres tibétains, d'une tradition vivante. C'est d'ailleurs ici que vous avez fait plusieurs retraites de 3 ans dans les années 80. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que Padmakara ? Alors, Padmakara, c'est une association, mais qui a, on peut dire, au moins 2 volets. Il y a le comité de traduction. Donc, c'est un groupe de traducteurs. Et c'était un peu logique que, après avoir fait des traductions, on voulait les diffuser, les rendre accessibles aux gens. Donc, on a commencé à faire aussi une maison d'édition, au moins pour les traductions françaises. Donc, en premier, c'est les traductions qui nous incitaient à nous regrouper. Et en fait, c'était commencé vraiment quand nous étions plusieurs dans les retraites, dans les années 80, de vouloir simplement comprendre les textes que nous étudions et les textes qu'on pratiquait, parce qu'il y avait des liturgies aussi. Oui, parce que ça n'existait pas finalement, de pouvoir traduire des textes, une mise en place de textes à traduire en langue anglaise, en langue française, etc. Oui, c'est ça. À l'époque, il y avait très très peu des grands textes tibétains qui existaient en traduction. Il y en avait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Donc vous contribuez à les rendre accessibles à vraiment un large public. C'était évident que si on pouvait les partager avec d'autres lecteurs un peu partout, ça serait une bonne chose. Oui. Qui est à l'origine finalement de ce comité, de ce projet ? Une partie, c'est nos maîtres qui nous ont amenés ici pour faire des retraites, etc., qui nous ont guidés depuis longtemps. Les fils de Kangyur Rinpoche, Pema Wangye Rinpoche, Jimmy Khenze Rinpoche et Rangdo Rinpoche, qui se sont installés ici depuis les années 80. Que signifie précisément Padmakara ? Padmakara, ça veut dire né du lotus. Et c'est un des noms de Guru Rinpoche, de Guru Padmasambhava, qui est le grand maître qui a amené le bouddhisme au Tibet dans le 8e siècle. Quel est un petit peu le panel des textes que vous traduisez ? Mais notre but, c'était de rendre accessible au public moderne les grands textes du bouddhisme tibétain. Et en fait, oui, il y a toute une variété de styles et de sujets, mais je pense qu'on peut les diviser très grossièrement en 2 groupes. Il y avait les enseignements oraux des grands maîtres récentes et les textes plutôt philosophiques, écrites, qui sont en général plus anciens. À l'intérieur de ces 2 catégories, il y a beaucoup de différentes approches et de styles. Et il y a des textes vraiment philosophiques, il y a des textes plutôt des étapes de la voie, de l'Amrim. Il y a des textes aussi de pratique, des liturgies qu'on récite en méditant, en pratiquant. Et puis il y a des enseignements sur comment gérer l'esprit, le comportement, etc.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres justement des éditions Padmakara dont vous êtes fiers? Notre livre phare, si on peut le dire comme ça, c'est ce qu'on avait appelé en français le chemin de la grande perfection, le Kunzang Lame Shelung en tibétain, qui est dans la catégorie peut-être des Lamrim. C'était un enseignement sur les pratiques préliminaires de la tradition du Longchen Nyingtik, écrit par Patrul Rinpoche, qui est un de nos auteurs préférés, quelqu'un avec beaucoup de caractère et de portée. Et donc, c'est le livre phare qui était le noyau sur lequel nous avons travaillé au début. Et puis, c'était évident qu'il fallait aussi faire une version anglaise. On a commencé par traduire la version française, mais ça ne marche pas très bien. C'est dans notre expérience, il faut vraiment revenir au texte source, au texte tibétain, pour faire une bonne traduction dans des différentes langues. Comment vous travaillez concrètement, puisque vous êtes un groupe de traducteurs? Est-ce que le fait d'être nombreux facilite les choses ou au contraire peut générer des divisions, des oppositions, des avis contraires? C'est les deux. C'est très difficile de traduire en comité. En général, on travaille individuellement sur au moins un brouillon. Et puis, si on peut, on demande à un confrère, un consoeur de bien lire le texte, de revoir avec le tibétain, de faire des propositions, de corriger, d'ajouter en fait tout ce qu'ils connaissent. Donc en général, c'est comme ça qu'on travaille. Et chacun a un texte en particulier à traduire. Oui. En général, nous amenons chacun un projet du début à la fin, mais avec l'aide de temps en temps des autres, quoi. Vous-même, John Canty, vous avez effectivement plusieurs autres projets. On va parler maintenant des 84 000, un projet immense auquel vous participez. Je crois que vous êtes dans le comité éditorial de ce projet international. De quoi s'agit-il exactement? Oui, j'étais un peu mandaté à représenter Padmakara et nos maîtres au sein de ce projet qui est commencé, en fait c'était commencé lors d'une grande conférence de traducteurs qui était rassemblée en Inde en 2009. L'idée c'était de traduire les deux grandes collections des textes canoniques qui existent en tibétain, c'est-à-dire le Kanjo, qui est à peu près 100 volumes des écrits qui sont censés être les paroles du Bouddha lui-même, et 200 volumes du Tenjo, c'est la collection des traités écrits par les grands maîtres indiens. Et tout cela a été traduit en tibétain entre le 8e et le, disons, 13e, 14e siècle, la plupart du sanskrit au tibétain, un petit peu aussi du chinois et d'autres langues de l'Asie centrale. Et c'est peut-être la plus grande collection des textes canoniques bouddhistes qui existe dans le monde. Il y a le texte canonique en pali, il y a tout ce qui a été traduit en chinois, mais ce qui a été traduit en tibétain représente peut-être la plus grande variété et volume de textes. Donc nous nous sommes donné 100 ans pour le projet et dans les premiers 25 ans, on espère pouvoir compléter la traduction de tous les textes du Kanjo, la première collection, et quelques textes associés des traités. Mais pour le moment, on se concentre sur le Kanjo. Il y a 50% qui restent à traduire. Parce que 84 000, c'est un chiffre, un nombre énorme. Oui. Qu'est-ce qu'il représente précisément? Mais l'idée, c'est que 84 000, le Bouddha a enseigné 84 000 remèdes pour les 84 000 émotions négatives qui existent dans l'esprit humain. Il y a des différentes manières de les diviser. On peut dire 21 000 liés à l'aversion, 21 000 liés à l'attachement et 21 000 à l'ignorance et 21 000 qui sont plus ou moins une mélange. Donc ça fait 84 000. Mais bon, c'est plutôt métaphorique que comptable.
Vous qui connaissez bien les textes tibétains, qu'est-ce qui peut caractériser cette littérature? Là encore, je dirais une grande variété, en fait. Les traités décrivent 12 sortes de textes qui varient entre les histoires, les narratifs, les sutras, les poèmes, etc. Il y a beaucoup de catégories et parfois ils sont très compliqués, très vastes et très érudits, on peut le dire. Et parfois ils sont très très simples et très directs. Donc surtout une immense variété. Mais ce qui est vraiment intéressant avec le Kanjur, c'est que c'est un peu comme si de nos jours, il y avait un grand maître spirituel qui enseignait dans le monde à des audiences diverses et qui aurait parlé de différentes choses, qui aurait répondu à toutes sortes de questions. Et ça, le Kanjur, c'est en quelque sorte une sorte d'archive d'enseignement donné sur le coup en temps réel, quoi. Et les traités, bien sûr, on les organise, on prend des thèmes, on les arrange sous des rubriques beaucoup plus rationnelles. Mais les sutras du Kanjur sont très intéressants parce que c'est très vivant. Ça représente l'encontre du Bouddha avec toutes sortes de gens différents, avec des idées différentes. Et c'est très intéressant de voir comment il exprimait ce qu'il avait à exprimer, qui était très très profonde et difficile à exprimer, mais dans des manières diverses, à des audiences différentes. Une langue imagée, on peut dire aussi. Oui. Qui utilise beaucoup d'images. Beaucoup d'histoires, beaucoup de métaphores, beaucoup de similés. Oui, c'est très intéressant. Je pense que ça sera faux de dire que c'est toujours très intéressant, parce qu'il y a quand même des textes. Il ne faut pas oublier que tous les textes étaient dans une tradition orale de transmission. Donc, il y a un peu comme les contes européennes, beaucoup de répétitions. Il y a des refrains, il y a des sortes de modules de texte qui s'insèrent et qui se répètent maintes fois, ce qui donne au narrateur la possibilité de réfléchir un peu avant de reprendre. Mais nous préférons présenter au public la littérature telle qu'il est et pas essayer de modifier, de raccourcir, de changer, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, John Canty, de nous avoir éclairé un petit peu sur ce travail du comité de Padmakara. Avec plaisir, oui. Nous serons très heureux de pouvoir rendre accessibles tous ces livres que vous avez contribué à traduire. Merci beaucoup. Et avant de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ces entretiens en Dordogne, nous vous proposons en lecture quelques-uns des livres de référence traduits et édités par Padmakara. Le soleil de la confiance de Taranatha, un ouvrage écrit au XVIIe siècle qui raconte la vie et l'éveil du Bouddha, compilé à partir de sources anciennes. Le chemin de la grande perfection de Patrul Rinpoché, un livre considéré comme le guide de référence à l'enseignement du véhicule du diamant. Note de mémoire sur le chemin de la grande perfection de Ngawang Patsang. Il s'agit du seul commentaire de l'ouvrage de Patrul Rinpoché sur le fondement de la pratique. Trace d'un voyage de Kampo Sodargye avec une préface de Mathieu Ricard. C'est l'une des toutes dernières parutions de Padmakara. Voilà, cette première partie d'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine avec Kat pour la suite.